Le vent hurle. Les rafales glacées giflent un corps nu, enchaîné à une poutre de bois. Sa peau bleuit, ses lèvres se fendent, ses yeux restent ouverts, immobiles. Devant ce corps martyrisé, le froid impitoyable de cette nuit hivernale semble être devenu un instrument de torture. Voici Amin, un jeune Algérien de 26 ans, parti de sa terre natale pour construire un avenir en France. Mais ce qu'il y trouvera, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Accusé à tort, trahi, torturé et brisé. Aujourd'hui, nous allons raconter son histoire. Une histoire que personne n'a voulu porter. Une histoire étouffée par le silence, enterrée par la honte, effacée par le racisme. Ici, sur cette chaîne, nous ne laissons pas les ombres gagner. Nous tournons le projecteur vers le côté obscur de l'homme. Préparez-vous. Les mots que vous allez entendre ne sont pas un simple récit, ils sont une blessure, une cicatrice, un souvenir qui refuse de disparaître. Pour comprendre le destin d'Amin, il faut remonter à la source. L'Algérie, année 1950. Une terre fracturée, blessée, dominée par la France depuis plus d'un siècle. Un pays où les Algériens, considérés comme des sujets et non des citoyens, vivent dans la pauvreté, la dépossession et la marginalisation. Les colons contrôlent tout, les terres fertiles, les postes administratifs, l'économie, la justice. Les Algériens, eux, survivent. Entassés dans des villages étouffants, ils travaillent en la terre sans en être propriétaires, paient des impôts injustes et vivent sous le regard méprisant de ceux qui ont pris leur pays. Amin est né dans cette réalité dure. Il est l'aîné de 9 enfants. Son père, Youssef Ouradi, est un homme digne mais marqué par une vie de labeur écrasante. Ses mains sont fissurées par la terre, ses épaules courbées par les années de travail sous le soleil brûlant. Sa mère, Souad Ouradi, porte en elle la douceur, la résistance silencieuse des femmes qui tiennent les familles debout quand tout semble s'effondrer. Un soir, alors que le ciel algérien rougissait d'un crépuscule lourd, Youssef Ouradi appela son fils. « Amin, tu es notre espoir. Tu dois partir. Tu dois réussir pour nous tous. » Amin resta immobile, la gorge serrée. Il savait que ce départ n'était pas un choix. C'était une obligation, une mission. Un poids transmis par toute une lignée qui avait subi sans pouvoir changer son destin. Le vent soufflait encore sur les montagnes d'Algérie lorsque le soleil se levait sur le village où Amin avait grandi. Ce matin-là ressemblait à n'importe quel autre, mais l'air portait une lourdeur particulière, une sorte de pressentiment silencieux qu'aucun membre de la famille Ouradi ne parvenait vraiment à expliquer. Amin, lui, se tenait devant la maison en terre battue, une petite valise en main, le regard fixé sur l'horizon encore sombre. Il savait que ce jour marquerait un tournant irréversible dans sa vie, mais il ne s'attendait pas à tout ce que le destin lui réservait. Son père, Youssef Ouradi, sortit de la maison avec une lenteur inhabituelle. Ses pas lourds témoignaient du poids du moment. Dans ses yeux fatigués se mêlaient la fierté et une douleur qu'il ne cherchait plus à cacher. Son fils aîné représentait depuis toujours l'espoir de toute la famille, et il devait maintenant quitter le cocon familial pour traverser la mer, direction la France, où l'on disait que le travail coulait comme l'eau, du moins pour ceux qui acceptaient de s'épuiser jour et nuit. Youssef posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Amin sentit cette main trembler légèrement, lui qui avait toujours connu son père comme une montagne inébranlable. « Mon fils, écoute-moi bien », murmura Youssef d'une voix rauque. « Ce que tu t'apprêtes à faire, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ta mère, pour tes frères et sœurs, pour notre avenir à tous là-bas. Tu devras être fort, humble et patient. Les temps sont difficiles, tu le sais, mais toi, tu peux honorer notre nom. » Amin acquiesça, le cœur serré. Il n'avait que 20 ans, mais le poids de toute une famille reposait déjà sur ses épaules. Derrière Youssef, la silhouette de Souad Ouradi apparut. Son foulard était serré plus bas qu'à l'habitude, comme si elle cherchait à cacher le tremblement de son menton. Ses yeux, rougis par une nuit sans sommeil, disaient tout ce que ses lèvres n'avaient pas la force d'exprimer. Elle s'avança en silence, posa ses 2 mains sur les joues de son fils et l'attira contre elle,
avec une tendresse infinie. Amine sentit son cœur se briser un peu plus lorsqu'il sentit les larmes de sa mère sur son front. « Mon fils, mon Amine », souffla-t-elle, « que Dieu te protège. Tu es notre lumière. N'oublie jamais tes prières. Elles te garderont sur le droit chemin. » Amine l'étreignit longuement, respirant une dernière fois la douceur familière de sa mère. 8 petits frères et sœurs se tenaient derrière elle, serrés les uns contre les autres, les yeux grands ouverts face à ce moment qu'ils ne comprenaient pas encore tout à fait, mais dont ils sentaient l'importance. Il leur sourit, un sourire fragile mais rempli d'amour. « Je reviendrai, dit-il simplement, et je vous rendrai fiers. » Le trajet jusqu'au port fut silencieux. Amine marchait avec détermination, mais son cœur battait à toute allure. Les rues poussiéreuses du village s'éloignaient derrière lui, et avec elles toute son enfance. À mesure qu'il approchait du port, le bruit des vagues se faisait plus fort, et le vent portait avec lui une odeur d'iode et de départure. Le bateau qui devait l'emmener vers la France semblait immense, presque menaçant. Mais Amine monta à bord sans hésiter. Sur le pont, il observa Alger s'éloigner lentement. Le bleu profond de la mer semblait avaler la côte pierre après pierre, maison après maison, jusqu'à ce que la terre de ses ancêtres disparaisse complètement à l'horizon. Il sentit un pincement terrible au cœur, mais il ne détourna pas le regard. Il avait promis à son père. Il avait juré devant Dieu. Le voyage dura plusieurs jours. Les conditions étaient rudes. Les travailleurs algériens étaient entassés comme du bétail. Les nuits étaient glaciales, les journées étouffantes. Amine passait le plus clair de son temps à observer l'eau, priant en silence pour trouver la force de poursuivre. À bord, il fit la rencontre d'un homme plus âgé, un certain Hassan, qui avait déjà voyagé plusieurs fois vers la métropole. « Là-bas, ce n'est pas un paradis », lui confia Hassan en fixant l'horizon. « Ils te feront travailler dur, très dur, et beaucoup ne t'aimeront pas. Mais si tu tiens bon, tu pourras envoyer de l'argent, et c'est tout ce qui compte. » Amine hocha la tête. Il avait déjà entendu ces histoires, mais il refusait de laisser la peur le paralyser. Lui, il voulait réussir, pour sa famille, pour l'honneur de son père, pour l'avenir de ses frères et sœurs. Lorsque le bateau arriva enfin à Marseille, un choc brutal l'attendait. Le port, bruyant et chaotique, bourdonnait de toutes sortes de langues. Les dockers, les pêcheurs, les douaniers, tout semblait aller 10 fois plus vite qu'en Algérie, mais ce qui frappa le plus Amine, ce fut les regards. Des regards lourds, méfiants, parfois même hostiles. Des murmures qu'il n'avait pas besoin de comprendre pour en saisir le sens. Encore un. Ils débarquent par centaines. Ça va être quoi leur prochaine demande? Amine gardait les yeux baissés, déterminé à ne pas se laisser atteindre. Il traversa la ville rapidement, trouvant refuge dans un foyer pour travailleurs immigrés où plusieurs Algériens vivaient déjà. Là, il trouva un semblant de réconfort. Les hommes partageaient des histoires, des repas, parfois des chants traditionnels. Ensemble, ils se rappelaient la chaleur de leur terre, la douceur des voix maternelles, la simplicité des nuits étoilées. Pendant 2 ans, Amine accepta tous les travaux possibles. Il porta des sacs de charbon jusqu'à l'épuisement, déchargea des caisses sous la pluie, coupa du bois, ramassa des pierres, nettoya des entrepôts. Ses mains devinrent dures comme la roche. Ses épaules, autrefois fines, prirent en force. Chaque mois, il envoyait une partie de son salaire en Algérie et chaque fois qu'il recevait une lettre de sa famille, il la lisait encore et encore, jusqu'à en connaître chaque mot par cœur. Un soir, alors qu'il venait de rentrer d'une longue journée de travail, il reçut une enveloppe écrite par sa mère. « Mon fils, nous sommes fiers de toi. Grâce à ce que tu envoies, nous pouvons manger à notre faim. Tes frères et sœurs grandissent bien. Continue, mon amour, que Dieu te garde. » Amine sentit une chaleur l'envahir. Fatigué, mais heureux, il se dit que chaque goutte de sueur valait la peine. Il décida alors d'accepter un nouveau travail qu'on lui avait proposé, un poste dans une petite ferme isolée, tenue par un couple français. On lui avait dit qu'il cherchait quelqu'un de fiable, de courageux. Amine se présenta dès le lendemain. La ferme appartenait à Jean-Claude et Véronique Bélanger. Dès son arrivée,
Amine comprit que cet endroit serait différent. Jean-Claude, un homme massif au visage fermé, le regarda de haut en bas avec une expression difficile à lire. Véronique, une femme au visage froid, sembla immédiatement le juger sans même lui adresser la parole. Amine inclina la tête avec respect, comme il le faisait toujours. « Je travaillerai bien, monsieur. Je suis motivé et sérieux. » Jean-Claude se contenta de renifler. « On verra ça. Ici, on ne veut pas de problème. Tu fais ce qu'on te dit et tout ira bien. » Amine hocha la tête, humble et docile. Il commença immédiatement le travail. Les journées étaient longues. Il se levait avant le soleil, s'occupait des animaux, réparait les clôtures, labourait les terrains. Il mangeait peu, parlait peu, mais travaillait dur, très dur. Il priait tous les jours, discrètement, derrière la grange, là où personne ne venait jamais. C'était pour lui le seul moment de paix dans cette nouvelle vie rude. Un moment où il retrouvait brièvement la chaleur de sa mère, la sagesse de son père, la voix de son petit frère. Il ne savait pas encore que ce geste simple, cette prière sincère, serait bientôt utilisé contre lui. Amine ne cherchait jamais à se faire remarquer. Il accomplissait ses tâches avec sérieux, parlait avec respect, gardait les yeux baissés lorsqu'on lui adressait des ordres. Malgré cela, les regards méfiants de Jean-Claude et les silences glacés de Véronique semblaient devenir de plus en plus lourds au fil des semaines. Il avait la sensation que, quoi qu'il fasse, il n'était pas réellement le bienvenu. Mais il refoulait ce sentiment, persuadé que le travail finirait par parler pour lui. Les habitants du village voisin n'étaient pas plus chaleureux. Lorsqu'ils venaient acheter du lait ou des œufs, leurs yeux se tournaient vers lui avec une hostilité à peine voilée. Certains chuchotaient, d'autres ne chuchotaient même pas. Amine, lui, continuait d'agir comme si ses regards n'existaient pas. Ce qu'il voulait, c'était gagner sa vie, dignement, et économiser assez d'argent pour construire une maison en Algérie pour sa famille. C'était son rêve, une simple maison blanche au toit de tuiles rouges, où ses parents pourraient finir leur jour dans la paix. Un matin, alors qu'il coupait du bois près de la grange, il entendit par hasard une conversation entre Jean-Claude et un voisin. Les voix étaient basses, mais le silence de la campagne portait chaque mot. « On aurait dû prendre quelqu'un d'ici », disait le voisin. « Ces types-là, on ne peut pas leur faire confiance. » Amine resta immobile, la hache suspendue dans l'air. Jean-Claude répondit d'un ton las. « Je le surveille, t'inquiète pas. » Amine sentit un frisson lui traverser le corps, mais il reprit son travail, plus silencieux que jamais. Il se dit que peut-être, avec le temps, il finirait par comprendre qu'il n'était pas une menace, qu'il n'était qu'un travailleur honnête. Mais dans la France rurale des années 50, l'honnêteté d'un Algérien comptait peu face à la méfiance profondément enracinée. Les semaines passèrent. Le froid de l'hiver arriva, rude, mordant. Le vent traversait les vêtements comme des lames. Les nuits étaient si glaciales qu'Amine devait dormir enroulé dans toutes les couvertures ce qu'il possédait. La respiration transformée en nuages blancs, mais il ne se plaignait pas. Jamais. Un jour de décembre, alors qu'il revenait d'une longue journée dans les champs, il entendit Véronique crier à travers la cour. Sa voix tranchait l'air comme un couteau. Il accourut vers la porte de la grange et la trouva furieuse, en train de renverser des sacs, de fouiller partout avec hystérie. Jean-Claude apparut derrière elle, le visage encore plus sombre qu'à l'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amine, inquiet. Véronique se tourna brusquement vers lui. Ses yeux brûlèrent d'une colère qu'il ne comprenait pas. « Un sac de grains a disparu !» cracha-t-elle. « Et tu étais le dernier à être ici. » Amine écarquilla les yeux. « Madame, je n'ai rien pris, je vous le jure. » Jean-Claude avança d'un pas, son visage se durcissant. « Tu étais ici hier soir, on t'a vu. » Amine secoua lentement la tête. « J'étais ici, oui, mais pour prier, pas pour voler. » Le mot « prier » sembla faire vibrer quelque chose chez Véronique, comme une corde de haine trop tendue. « Pour prier ?» répéta-t-elle avec dégoût. « Alors comme ça, tu te caches ici pour faire tes rituels. » Amine sentit son cœur se serrer. Il avait toujours été discret. Il ne voulait déranger personne. Il ne voulait offenser personne.
Il n'avait jamais imaginé que ce geste innocent deviendrait une arme contre lui. « Je n'ai rien pris », répéta-t-il doucement. Mais Véronique n'écoutait déjà plus. Elle sortit de la grange, les lèvres serrées, la poitrine haletante, et se dirigea vers la route du village. « Je vais prévenir les autres », lança-t-elle. Amine pâlit. Il tenta de la suivre, mais Jean-Claude lui barra la route. « Tu restes ici », ordonna-t-il froidement. Amine sentit la panique s'installer en lui. Quelque chose de terrible se préparait, il le savait. Il leva les mains dans un geste de paix. « Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Vous me connaissez, je travaille dur, je suis honnête, je ne volerai jamais. » Mais Jean-Claude ne répondit pas. Il se contenta de fixer Amine en silence, comme si ce dernier venait de cesser d'être un homme pour devenir une ombre menaçante. Un problème, un coupable idéal. 1 heure plus tard, les premiers villageois arrivèrent. D'abord quelques hommes, puis d'autres, puis un groupe entier. Leurs pas faisaient là craquer le sol gelé, leurs regards étincelaient d'une excitation sombre, presque animale. Amine sentit son ventre se nouer. Il fit un pas en arrière. Un homme à la moustache épaisse s'avança. « Alors, c'est lui? Le voleur ?» Véronique hocha la tête sans hésiter. « Oui, je l'ai vu près de la grange, exactement là où le sac a disparu. » Un murmure parcourut la foule. Amine tenta de parler, mais sa voix fut noyée sous les exclamations. « C'est dans leur nature! Toujours en train de voler! On devrait lui apprendre la leçon! » Amine leva les mains, la gorge serrée. « Je vous en prie, je suis innocent, je priais seulement. Je ne vous ai jamais manqué de respect, je ne vous ai jamais fait de mal. » Mais ces mots s'écrasaient sur eux comme des flocons mourant sur des pierres brûlantes. Ils ne voulurent pas entendre. Un homme poussa Amine violemment. Il tomba à genoux dans la neige. Le froid traversa immédiatement son pantalon, jusqu'à son âme. Jean-Claude franchit enfin la distance et s'avança vers lui. « Si t'as rien à te reprocher, pourquoi t'étais là ?» Amine releva lentement les yeux. « Parce que c'est un endroit calme, parce que je prie 5 fois par jour. » Le silence se fit, mais un silence menaçant, lourd. Un jeune homme de la foule éclata de rire. « Il avoue, il faisait ses rites juste là où le sac a été volé. » Véronique leva la main, triomphante. « Voilà, je vous l'avais dit, il était sur les lieux. » Amine tenta encore de nier, mais 2 hommes le saisirent brutalement par les bras. Leurs doigts s'enfoncèrent dans sa peau. Il sentit son cœur s'emballer. Tout son être criait qu'il devait fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. La peur paralysait tout. « Lâchez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Mais il ne voulait pas écouter. Il voulait un coupable. Il voulait un spectacle. Le premier coup arriva sans prévenir. Un poing, dur comme une pierre, lui fracassa la bouche. Son sang jaillit immédiatement, métallique et chaud dans le froid. Amine tituba, mais les hommes le retenaient fermement. Un deuxième coup, cette fois au ventre. Il suffoqua, tenta de respirer, mais la douleur lui coupa le souffle. La foule s'enflamma. Les insultes pleuvaient comme des éclairs. Les coups devenaient plus rapides, plus violents. Un genou dans les côtes, une gifle qui lui fit pivoter la tête, un coup de pied dans les jambes. Amine ne comprenait plus rien. Sa vision se brouillait. Il entendait les voix comme un bourdonnement lointain. La neige se teintait de rouge autour de lui. « Sale rat! Retourne d'où tu viens! On va t'apprendre à voler !» Les mains arrachèrent ses vêtements. Sa chemise se déchira d'un coup sec, puis son pantalon, puis tout le reste. Le vent glacé fouetta son corps nu avec une violence insupportable. La honte, l'humiliation, la douleur se mêlèrent dans un tourbillon écrasant. Il tenta encore de murmurer. « Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je n'ai rien fait. » Mais Jean-Claude hocha la tête. 2 hommes apportèrent une chaîne rouillée. Ils l'enroulèrent autour de ses poignets. Ils le tirèrent jusqu'à la poutre au centre de la cour. Amine hurla lorsque le métal glacé mordit sa peau. Ses poignets brûlaient, ses jambes tremblaient. Puis ils l'attachèrent là, nu, enchaîné, au milieu de l'hiver. La foule recula enfin, satisfaite. Mais quelqu'un, un homme dont il ne vit jamais le visage, fit un geste de plus. Il remplit un seau d'eau glacée
et le lança sur Amine. Le choc fut instantané. Son corps se contracta violemment. Sa respiration devint un souffle brisé. La foule se dispersa lentement. Amine resta seul, tremblant, sa peau bleutée par le froid, son souffle fragile. La nuit tombait déjà. Il sentit la mort rôder autour de lui. Patiente, méthodique, presque douce. Il pensa à sa mère, au sourire de son père, à la petite main de sa sœur Lila. Et il ne comprit pas comment le monde avait pu tourner si vite vers ce cauchemar. Amine resta plusieurs minutes immobile, suspendu aux chaînes, incapable de sentir ses doigts, ses pieds, ni même la ligne de son propre corps. Chaque inspiration devenait une bataille, chaque souffle un poids de plus sur ses côtes endolories. Son esprit s'effritait lentement, comme si la douleur cherchait à grignoter les dernières parcelles de sa conscience. Mais dans cet état de presque mort, un bruit résonna soudain, si faible qu'il hésita à croire qu'il ne s'agissait pas d'un simple délire, des pas qui écrasaient pour la neige, une respiration rapide, puis une voix qu'il connaissait. « Amine, Amine, mon frère !» C'était Rachid, son ami de toujours, celui avec qui il avait passé ses dernières nuits à Alger, celui qui lui avait juré qu'il se reverrait un jour, peu importe les obstacles. Mais Amine ne comprit pas immédiatement. L'ombre s'approcha, tremblante, et posa une main sur sa joue glacée. « Amine, regarde-moi, ouvre les yeux, je t'en supplie. » Ses paupières s'entr'ouvrirent avec peine, révélant les traits dévastés de Rachid. Son visage était marqué par la peur et la colère. Il avait les mains bleues, gelées, probablement parce qu'il avait couru des kilomètres dans la neige. Il tenta d'arracher les chaînes, mais elles étaient trop solides. Il essaya d'appeler à l'aide, mais personne ne répondit, car tout le monde était parti se réfugier dans leur maison. « Tiens bon, Amine, tiens bon, mon frère !» Il se mit à pleurer, des larmes qui gelaient presque instantanément. Jamais Amine ne l'avait vu dans un tel état. Rachid avait toujours été celui qui plaisantait, celui qui riait même dans les pires moments de misère en Algérie. Mais maintenant, il se tenait devant lui, brisé. « Qui t'a fait ça? Qui ?» Amine ouvrit la bouche, un léger souffle s'en échappa. Ses lèvres étaient bleues, presque noires. Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Rachid comprit qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il fit le tour de la grange et trouva un vieux outil rouillé. Il frappa de toutes ses forces sur le cadenas. Le métal vibra, mais ne céda pas. « Je vais te sortir de là, tu m'entends? Je vais te sortir de là !» Il frappa encore, encore. Ses bras tremblaient, mais il refusait d'abandonner. Le cadenas finit par céder dans un bruit sec. Les chaînes s'ouvrirent, et le corps d'Amine tomba lourdement dans ses bras. Son ami eut du mal à supporter son poids. Il retira son propre manteau, le plus chaud qu'il possédait, et enveloppa Amine qui tremblait encore, même inconscient. Il le porta jusqu'à la sortie, luttant contre le vent glacial qui lui fouettait le visage. La neige tombait plus fort, rendant difficile chaque pas. Rachid glissait, trébuchait, mais se relevait toujours. « Ne meurs pas, Amine !» répétait-il comme une prière. Il atteignit son petit logement, une chambre humide et mal chauffée qu'il partageait avec d'autres ouvriers immigrés. Quand ils virent l'état d'Amine, plusieurs poussèrent des cris d'horreur. Ils s'empressèrent de préparer de l'eau chaude, des couvertures, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Rachid frottait les bras de son ami pour rétablir la circulation du sang. « Amine, réveille-toi, s'il te plaît !» L'un des hommes souffla. « Rachid, il ne respire presque plus. » Alors Rachid posa sa tête contre la poitrine d'Amine. Un souffle, faible, mais encore là. « Tiens bon !» murmura-t-il en se mettant à réciter une sourate qu'ils connaissaient tous les deux. Ses mots tremblaient, mais la foi les portait. Les heures passèrent. Le feu, mis dans un vieux poêle qui fumait, réchauffait à peine la pièce. Amine restait immobile, fiévreux, brûlant alors que son corps était gelé quelques instants plus tôt. Rachid resta à son chevet toute la nuit, incapable de fermer l'œil. Il tenait la main d'Amine et lui parlait comme s'il pouvait encore entendre. « Tu te souviens, Amine, quand on jouait dans les ruelles d'Alger, quand ta mère nous appelait pour rentrer et qu'on faisait semblant de ne pas l'entendre ?» Il sourit tristement. «
Et quand tu disais que tu allais devenir mécanicien, que tu allais ramener de l'argent pour que ta famille ne manque de rien, tu te rappelles de tout ça, hein? Tu vas tenir ta promesse, tu vas vivre. Mais au fond de lui, Rachid savait que les chances s'amenuisaient. Le matin arriva, glacial. La neige s'était accumulée devant la porte. L'état d'Amine avait empiré. Il respirait difficilement, ses lèvres remuaient, comme s'il essayait encore de dire quelque chose. Rachid approcha son oreille. « Ma mère ». Juste ce mot, un souffle brisé. Rachid sentit son cœur se déchirer. Alors il lui répondit doucement. « Je vais leur écrire. Je vais tout raconter. Je vais te ramener chez toi, Amine. Je te le jure. » Amine ouvrit très légèrement les yeux, comme si cette promesse lui donnait une dernière étincelle de force, puis il les referma. À midi, son corps se mit à convulser. Un des ouvriers dit « Il faut un médecin !» Mais ils n'avaient ni argent, ni transport. Rachid sortit en courant dans la neige, cherchant désespérément quelqu'un. Il arriva jusqu'au village, tambourina à plusieurs portes. « S'il vous plaît, aidez-moi. Mon ami va mourir. » Mais dès qu'ils entendaient son accent, voyaient son visage, les habitants refermèrent la porte. « Va-t'en, on ne veut pas d'ennui !» lança l'un d'eux. Un autre, plus dur encore, dit simplement « C'est pas notre problème. » Rachid retourna à la chambre, les mains vides. Amine était à bout de souffle. Sa poitrine se soulevait à peine. Rachid se mit à genoux, prit son visage entre ses mains. « Pardonne-moi, je n'ai pas réussi. » Amine ouvrit les yeux une dernière fois, une larme roula sur sa joue. Il murmura quelque chose que Rachid ne comprit pas. Puis son regard se figea, comme s'il contemplait un horizon que seul lui pouvait voir. Son corps se détendit soudain, d'une manière étrange, presque paisible. « Amine » appela Rachid. Silence. « Amine » Il secoua son ami, doucement d'abord, puis plus fort. « Non, 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 Amine, réponds-moi » Mais Amine ne bougeait plus. Rachid hurla, un hurlement profondément humain, déchirant, celui d'un homme qui perd plus qu'un ami. Il perdait un frère, un morceau de sa propre âme. Les ouvriers pleuraient en silence. Un d'eux finit par dire « Il faut prévenir quelqu'un ». Mais ils savaient qu'en faisant cela, ils s'exposaient eux-mêmes. La tension monta. Et si les autorités les accusaient? Et si toute cette histoire retombait sur eux? Le racisme était trop fort pour prendre le risque. Alors Rachid prit une décision. « Je vais le ramener chez lui. Je vais le ramener en Algérie. » Tous se tournèrent vers lui, interloqués. « Mais comment? Tu n'as pas d'argent » Il répondit simplement « Je trouverai. » Il vendit tout ce qu'il possédait, ses vêtements, sa montre, même sa petite radio qu'il avait achetée en économisant pendant 3 mois. Il emprunta de l'argent à ceux qui étaient prêts à l'aider, et une semaine plus tard, il obtint enfin un billet pour Alger. Il mit le corps d'Amine dans un cercueil simple, payé à crédit. Les formalités furent difficiles, les questions nombreuses, mais Rachid persista. Le voyage fut long. Plus long encore à supporter le poids de ce cercueil qui contenait son ami, celui qui avait rêvé d'un avenir meilleur, celui qui n'avait trouvé que la mort. Quand le bateau arriva à Alger, la famille Ouradi était là. Youssef, le père, était debout, mais on aurait dit que ses jambes tremblaient. Souad avait le visage couvert d'un voile noir, mais ses pleurs transpercèrent le silence. Rachid s'approcha lentement. Il n'arrivait pas à les regarder dans les yeux. Youssef posa sa main sur son épaule. « Où est mon fils ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Rachid ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. C'est Souad qui cria en premier, un cri maternel, un cri qui faisait trembler l'air. Elle tomba à genoux, les mains au sol, comme si la terre elle-même venait de s'effondrer. Le cercueil fut ouvert. Souad se précipita vers le corps de son fils, posant son front contre le sien. « Mon enfant, mon bébé. » Youssef, lui, resta immobile, figé. Son regard était perdu, comme si son âme avait quitté son corps. Les frères et sœurs d'Amine entouraient le cercueil, pleurant silencieusement. Ils avaient grandi en entendant « Amine nous aidera quand il sera en France. Amine nous sortira de la misère. Amine est notre espoir. »
Et maintenant, cet espoir reposait devant eux. Brisé, Rachid raconta tout. L'injustice, le vol inventé, la foule, le lynchage, les chaînes, le froid, la solitude, l'agonie. Il raconta la lâcheté du village, le silence de ceux qui auraient pu sauver Amine. À chaque mot, Youssef fermait les yeux un peu plus longtemps. Enfin, il chuchota. « Pourquoi? Pourquoi l'ont-ils tué ?» Rachid répondit d'une voix tremblante. « Parce qu'il priait, parce qu'il était musulman, parce qu'il était algérien. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Souad se leva lentement et posa sa main sur le cercueil. « Mon fils, tu n'es pas mort pour rien. Ton histoire sera racontée, ton nom ne sera jamais oublié. » Et c'est ainsi qu'Amine fut enterré dans son village natal, sous un olivier centenaire. Le vent soufflait doucement, comme une dernière caresse. Les années passèrent, mais l'histoire d'Amine resta gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient connue. Elle circula de bouche en bouche, puis franchit les frontières. Dans certains cafés d'Alger, on racontait encore l'histoire de ce jeune homme parti pour offrir un avenir meilleur à sa famille, mais qui avait trouvé la mort à cause de l'intolérance et de l'ignorance. Rachid, lui, ne se remit jamais vraiment. Il resta proche de la famille Ouradi, aidant comme il pouvait, travaillant dur pour honorer la promesse qu'il avait faite à son ami. Parfois, il venait s'asseoir devant la tombe d'Amine et lui parlait comme s'il était encore là. « Je continue de me battre, mon frère, pour toi, pour nous, pour que plus personne ne vive ce que tu as vécu. » Et quelque part, dans le vent qui traversait les oliviers, il croyait entendre une réponse. L'histoire d'Amine n'est pas seulement celle d'un jeune homme tué par la haine, c'est celle de milliers d'immigrés qui ont souffert en silence, cherchant un avenir meilleur dans un monde qui les voyait comme des étrangers. C'est l'histoire d'un sacrifice, d'une injustice profonde, mais aussi d'un amour qui traverse les frontières, d'une loyauté indestructible. Aujourd'hui, si vous écoutez cette histoire, ce n'est pas pour rester silencieux, c'est pour ne jamais oublier, pour que ces voix, longtemps étouffées, puissent enfin être entendues, pour rappeler au monde que derrière chaque immigrant, il y a un cœur, une famille, des rêves et une humanité que personne ne peut effacer. Si l'histoire d'Amine vous a touché, prenez un instant pour écrire en commentaire depuis quel pays vous nous écoutez. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin que sa mémoire continue de vivre dans le cœur de ceux qui refusent l'injustice.